Ravi de vous accueillir chez Conto pour la 7e édition des Meetup du GenAI Network. Merci d'avoir bravé la pluie en ce mois de janvier pour nous rejoindre et pour assister à 2 présentations, 2 retours d'expérience de cas d'usage d'IA générative qui ont été mis en production par nos speakers. Merci à vous deux d'avoir accepté de nous rejoindre, Anne et François, et déjà hâte d'écouter les 2 présentations qui seront le même format que d'habitude, donc on sera sur une trentaine de minutes au total. Il y aura évidemment quelques minutes pour des questions et ensuite on prendra un petit verre et une part de pizza ensemble pour continuer les échanges. Avant toute chose, on va se présenter. Je m'appelle Alexandre, donc moi je suis cofondateur de Molia, qui est un cabinet d'assistance technique en data que j'ai cofondé avec Paul et Thomas, qui est là derrière, qui s'occupe de la régie, son image, si ça fonctionne, c'est grâce à lui. Merci Thomas. En parallèle de ça, et même avant de cofonder Molia, on a évidemment travaillé plusieurs années dans l'EdTech, donc vraiment la formation au métier technique, qui est, on va dire, notre premier amour et notre première passion commune, toujours avec ce socle communautaire important. Et c'est ce qui nous a amené à créer le GenAI. Donc le GenAI Network, en 2 mots, et Paul va vous en parler un peu plus en détail dans une seconde, c'est une communauté d'experts techniques, des personnes, donc des personnes comme vous qui avez les mains dans le cambouis ou qui vous intéressez de près ou de loin à l'IA générative et à ses enjeux techniques, notamment au passage aux enjeux techniques de passage de la phase exploratoire à la production, qui obsède tant d'équipes dans les plus belles entreprises françaises et à l'international. Et donc l'idée, c'était vraiment de rassembler tous ces profils autour de cas d'usage, autour d'événements, et de permettre l'échange, notamment via les meet-up, mais aussi via Slack. Donc voilà. Bienvenue à toutes et à tous, et je laisse Paul nous donner quelques informations supplémentaires sur le gain. Merci Alex. Alors pour ma part, je m'appelle Paul, enchanté. Donc je suis à Caution Technique plus, parce que je suis formation data scientist avec une spécialité en machine learning. Donc avant qu'on parle de GenAI, etc. Donc ravi d'être là et merci à tous et merci aussi à Conto de nous accueillir avec un setup qui est de loin le meilleur qu'on ait connu jusqu'à maintenant. Donc c'est super. Alors pour parler effectivement du GenAI Network, donc GAIN, avec le petit jeu de mots pour ceux qui auront remarqué. Aujourd'hui, on a plus de 135 membres. Donc comment on coopère tous ensemble? Simplement, on se voit physiquement toutes les 6 semaines lors de Meetup, donc vous êtes à celui-ci aujourd'hui. On a aussi un Slack communautaire qui permet de pouvoir poser des questions, pouvoir simplement aussi échanger sur les dernières news AI si on en a envie. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye d'instaurer. C'est venu aussi de copains qui ont monté MDN, le Modern Data Network, qui est aussi une autre communauté plus orientée sur la Modern Data Stack, que je trouve assez sympathique aussi, puisqu'on peut simplement avoir des réponses plus rapidement. On est, de manière générale, comme l'avait dit Alex, la communauté nous parle, on est meilleur à plusieurs que seul. On a aussi une page LinkedIn que vous pouvez suivre si vous voulez. On essaie de mettre en avant les différents membres, d'essayer de voir un petit peu les différentes actions qu'on fait tous ensemble. Donc, toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe aussi au sein de la communauté. Et enfin, il y a un podcast que j'anime. Donc, l'idée, c'est des épisodes d'1 heure qui fait un focus particulier sur un cas d'usage, une entreprise qui a mis l'AI au cœur de son produit, et donc d'avoir un peu des retours d'expérience d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue organisationnel, de savoir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on fait avec de la GenAI en entreprise et dépasser un tout petit peu l'hyper-hype qu'on peut voir tout sur LinkedIn avec des experts. J'ai aucun jugement, mais qui est surtout très centré sur les bons prompts et les frameworks qu'on peut utiliser sur les différents LLM. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc nos 2 speakers. On va avoir Anne Bretonnière, qui est Head of AI Emergent chez Renault Group. Donc j'ai reçu Anne très récemment dans le podcast, justement pour parler de l'intégration du nouveau copilote dans la Renault R5 qui s'appelle Renault, R-E-N-O. Donc elle va nous parler un petit peu de l'intégration d'intelligence artificielle dans les grands groupes. Donc c'est pas forcément évident et je pense que la plupart d'entre vous se sont déjà confrontés à ce genre de problème. Donc intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Et enfin François Popier, qui est Head of AI Operation Défense et secteur public. Donc comment industrialiser sans compromettre. Intéressant d'avoir un guide entre le build et le buy. On va commencer donc par François et puis on finira par Anne. Voilà, merci à tous. Je fais juste un petit coup de pub. Désolé d'avoir interrompu l'applaudissement. Juste un petit coup de pub pour un événement, un très chouette événement qu'on n'organise pas, mais qu'on aide simplement à promouvoir, qui est un hackathon, donc sur le thème de AI for One Health, qui est organisé dans le cadre du fameux AI Action Summit qui aura lieu en février.
et qui est co-organisé notamment par Doctolib, avec qui on s'entend très bien et avec de très beaux sponsors. Et la raison pour laquelle on vous en parle ce soir, c'est parce que bah voilà, c'est typiquement le type de profil qui pourrait participer. C'est 150 participants triés sur le volet pour un hackathon sur 2 jours, un samedi, un dimanche. Si vous n'avez pas de plan là du 15-16 février. Et le but, c'est vraiment bah, de créer un prototype en 48 heures qui sera ensuite présenté devant euh, un jury d'experts. Donc voilà, ça promet de beaux échanges. N'hésitez pas à venir nous en parler par la suite si vous voulez plus d'informations. Et ensuite, simplement la page LinkedIn du GNI Network si vous voulez suivre nos activités, mais on pourra vous la repartager plus tard. C'est tout pour notre petite introduction. On va évidemment accueillir maintenant François sur scène. Merci. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle François Auquier. Alex a fait une petite intro déjà, donc je vais rapidement compléter le temps que les slides arrivent. Donc globalement, mon parcours, c'est une formation académique en data science, traitement du signal, et ensuite de l'accompagnement de startups, de grands groupes et d'acteurs publics dans le déploiement de produits, solutions d'IA. Et depuis 18 mois, je pense, 2 ans, comme beaucoup ici, des sujets IA génératifs qui sont arrivés vraiment en place. Impeccable, merci pour les slides. Et une question qui revient de façon un peu récurrente dans les accompagnements que je réalise quand on déploie ce type de projet, c'est qu'est-ce qu'on doit réaliser en interne, ou qu'est-ce que l'on aurait dû acheter, ou qu'est-ce que l'on doit acheter aujourd'hui. Et c'est un petit peu le fil rouge aujourd'hui de la discussion. Donc en termes de format, on va être sur 25-30 minutes. Toutes les slides à la fin vous seront partagées, elles sont dispo en ligne, donc vous embêtez pas pour tout ce qui est source en bas des pages, c'est documenté et sourcé. Je partage quelques biais déjà en avance que je vais avoir dans la présentation. Ce sera beaucoup de NLP, qui est mon domaine d'expertise, des sujets information retrieval, et avec une appétence pour ce qui est du déploiement on-premise, puisqu'ayant évolué dans des environnements régaliens, on avait des contraintes fortes de déployer sur nos propres infrastructures. Donc, je vais être un fervent advocate de tout ce qui est open source, self-hosted, auditable, etc. Oh, pas de souci. Bon, bah, on va continuer à meubler, c'est très bien. Donc, en trois, pour partager un petit peu des 3 étapes du plan. La première partie, ça va être vraiment quelle est l'erreur principale que j'ai pu observer dans les projets que j'ai accompagnés, que j'ai réalisés. Dans le second temps, ça sera la partie un peu plus autour de l'identification de ces anti-patterns et comment aller au-delà. Et enfin, on va venir actualiser un papier de Scully, David Scully de chez Google, Google AI, qui en 2015 avait publié un papier qui s'appelait La dette cachée dans les systèmes de machine learning. Je crois que c'était Neurips 2015. En fait, ce papier, si on le relit aujourd'hui à l'ère de la Gen AI, il fait 9 pages et il est complètement pépite. Et on peut prendre point par point quels sont les anti-patterns et les remèdes qu'il proposait et vraiment venir les appliquer. C'est ce qu'on va venir proposer. Et on est bon. Merci pour la régie. Donc globalement, l'agenda, ce que je vous évoquais, on a une équipe. Pour évoquer un des derniers biais, c'est je vais me placer dans le cas où soit on est une startup, une scale-up ou une entité avec une capacité de réalisation interne. Autrement dit, on a une équipe technique qui est capable de réaliser tout ou partie des chaînes critiques génératives. Sinon, on est forcément dans des scénarios buy, achat. Donc voilà pourquoi j'ai un peu cette logique de on va faire effet de levier sur ce qui est disponible en source ouverte, ce qui est disponible en termes de publication académique. On a la chance dans la salle d'avoir des très bons experts sur le sujet, donc je reviendrai sur leurs travaux pour les mettre en avant. Et enfin, comment utiliser les prestataires à bon escient. Donc, quand on parle de logique d'achat, est-ce qu'on achète vraiment de la propriété intellectuelle, de l'abonnement SaaS, est-ce qu'on achète un accompagnement pour un périmètre bien choisi? On va avoir l'occasion d'en parler. Donc, l'agenda, je voulais partager. La top 1 à observer, les clés pour acheter versus construire, et ensuite, un point un peu plus technique, architecture, des anti-patterns récurrents et ce papier mis à jour. Donc, comment je souhaitais commencer ce talk? C'est en vous partageant un petit peu un anti-pattern vraiment récurrent. C'est aujourd'hui, j'observe que beaucoup d'équipes entrepreneuriales qui se lancent ou même qui ont déjà un premier produit, on va avoir ce symptôme qui est de la feuille de route IAGEN, qui est vraiment drivé par quels sont les trending topics sur GitHub, et à partir de ça, finalement, de complètement animer sa feuille de route technique. Le premier inconvénient que j'ai observé dans ce type d'approche, c'est le différenciant, qui va être un peu le mot-clé finalement du talk. C'est on se dit, excellent, cette fonctionnalité de recherche augmentée par IA sur la base documentaire interne ou de nos clients, ça va être le gros différenciant. Vous connaissez ce même, en fait, tout le monde fait ça.
Vous prenez la date de publication sur Hugging Face, vous faites plus 3 mois et tout le monde l'aura sur le marché. C'est comme ça qu'on, en tout cas, le constat que je peux en faire. Et qu'est-ce que ça implique? C'est dans une logique finalement de choisir entre faire en interne ou entre acheter sur étagère, on va vraiment se précipiter sur intégrer la nouvelle technologie, un peu dans une logique de fuite en avant, qui est l'avantage de ce type, l'avantage entre guillemets, hein, de ce type d'approche, c'est vous être sûr que tous les mois ou toutes les semaines, il va y avoir une nouvelle framework, un nouveau modèle qui va permettre de justifier que tout ce qu'on a fait jusqu'alors, si ça marchait pas, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, avec ce modèle-là, avec cette framework, avec les agents, maintenant ça va marcher. Et en fait, on peut très bien réussir sa carrière au moins 3 ans dans ce domaine-là sans avoir rien livré. Je dis ça parce que j'en ai observé et malheureusement, ça peut exister. Donc, comment on peut faire pour faire mieux que ça? C'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Quelques éléments, finalement, c'est pour éviter ces anti-patterns, il y a une logique de diagnostic à avoir en interne de sa structure pour voir quels sont vraiment ses assets clés, son cœur de métier, et à partir de ça, si je devais résumer de façon très synthétique, on peut soit identifier les usages pour lesquels on peut promettre de faire un gain de productivité en x10 sur un cas d'usage métier. Des exemples dans la... C'est un peu perturbant ça. Des exemples, on peut penser à la Legal Tech. Je pense qu'il y a un énorme potentiel dans ce domaine-là, puisque quand on voit tout ce qui est relecture assistée par IA de contrats et aide à la rédaction de documents contractuels, c'est évident que ça fait gagner des heures aux équipes de juristes. Ça, c'est un excellent usage. Et si on regarde sur le pendant B, débloquer des nouveaux usages, et ça, c'est un peu plus challengeant conceptuellement au sein de sa boîte, puisque là, il faut être capable de prendre du recul, de se dire quel cas d'usage on n'envisageait pas, puisque ça demandait d'avoir une capacité un expert humain dans la boucle, quelqu'un qui vient choisir parmi plusieurs candidats potentiels, qui n'était pas forcément la meilleure solution dans le sens où on avait un seul résultat possible, mais plusieurs candidats potentiels et aboutir à un chemin de raisonnement critique pour proposer in fine une solution. Ça, finalement, c'est un peu un terrain de jeu très intéressant pour venir verticaliser une chaîne de LLM, d'agents, etc. Et on va revenir dessus plus en détail, puisqu'à ce niveau-là, il y a vraiment une littérature également qui est intéressante. Pour ça, je renvoie aux excellents travaux d'Antoine, notamment, que je salue, présent dans la salle, qui est réfléchi au sein de cette chaire théorie de la méthodologie et conception innovante des mines Paris, sur comment explorer un petit peu quels pourraient être ces nouveaux usages pour se poser des questions au-delà de comment prompter bien son modèle pour avoir des résultats intéressants. Ce qu'on observe, c'est que dans ce cadre-là, on va vraiment pouvoir repenser, et d'un point de vue UX, design, c'est hyper structurant, comment restructurer son parcours utilisateur dans une application métier, puisque finalement, aujourd'hui, on a eu un petit peu la vague, si on prend la gaussienne de l'adoption d'une technologie, on est tous passés, je pense ici on est des praticiens, donc par la vague, on a une interface textuelle et on a des utilisateurs plus ou moins matures qui vont venir prompter. On se rend compte quand on regarde les logs, la plupart des utilisateurs, s'ils ne sont pas tech, ils n'ont pas les bons raccourcis en termes de cheminement de pensée pour prompter efficacement ce type de modèle. Ça, c'est pas du tout un problème des utilisateurs, c'est un problème de nous qui construisons ces systèmes pour les rendre accessibles. Et à ce niveau-là, repenser comment devait être un workflow métier assisté par GenAI est extrêmement structurant en termes de réflexion du X. Je vais pas avoir le temps de le détailler ici, mais ravi d'en parler à l'issue. J'évoquais le sujet diagnostic. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un très bon remède pour éviter ce syndrome de fuite en avant systématique selon le nouveau trending topic sur GitHub. Et c'est en faisant finalement quelque chose d'assez simple, de dire quelle est la tendance aujourd'hui de l'industrie, voir un petit peu l'écosystème à niveau macro, qu'est-ce que l'on observe. Finalement, il y a des choses, si on le fait rapidement ensemble, que le prix au token pour n'importe quel LLM, il va diminuer, soit en consommation API, soit si on veut l'héberger, soit même sur son infrastructure. On voit qu'on peut héberger le plus gros modèle sur une même infrastructure, ou que pour un même modèle, on peut le faire tourner sur les infrastructures plus petites, ce qui est intéressant dans une logique d'internaliser des choses qu'on venait peut-être historiquement consommer en API. Une deuxième tendance très forte, c'est que, on le voit, j'ai pas mis la slide de Maxime Labonne, mais tout le monde, je pense, l'a déjà vu sur les réseaux, avec le rattrapage des écosystèmes open source, à minima open weight, par rapport au modèle propriétaire. Et je pense que la release de DeepSeek R1, qui se veut on par avec OpenAI O1, est vraiment significative pour marquer ça. Donc ça, c'est une tendance très forte, que la barrière à l'entrée, pour toute la brique LLM, elle a complètement sauté. Aujourd'hui, il n'y a aucun verrou là-dessus. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, dans le diagnostic, le second point, c'est les capacités internes. Je dirais à minima, d'un point de vue très concret, combien de data engineers, de dev full stack et de machine learning engineer dispose-t-on et que l'on peut restaffer sur un nouveau projet innovant sur lequel on veut engager des ressources.
c'est une réalité d'entrée. Et en parallèle, est-ce qu'on a une capacité à chambouler la structuration de ces équipes, de l'organigramme historique, ça c'est surtout pour scale-up ou grand groupe, où typiquement on évoquait avant repenser les trajectoires du X pour ce genre d'outils. En fait, si on n'a pas la capacité à casser les schémas d'architecture, en fait, on va être schéma d'organigramme, on va être très embêté pour aller piocher des personnes dans le domaine de l'UX design, des experts métiers qui ont toute l'expertise domaine métier pour venir bien penser le parcours utilisateur, et les devs full stack pour très vite amorcer ce projet-là. Donc ça, c'est hyper important de le voir très vite pour identifier ce qui est faisable ou non. Et le dernier, qui est peut-être le principal, quel est l'avantage concurrentiel clé qui fait que on ne va pas pouvoir typiquement se faire dépasser par OpenAI à la prochaine release, par Mistral à la prochaine release, etc. Et là, je pense que des choses qui sont maintenant assez bien ancrées, c'est la logique de données propriétaires. Donc, à quel point est-ce qu'on dispose d'un gisement de données, on va dire vendor lock-in en termes de données dont on dispose, soit par toute notre infrastructure ou les usages des utilisateurs sur notre plateforme, qui fait que migrer sur une plateforme est très compliqué. Je prends un exemple qui n'est pas de GNI, mais qui a parlé à tout le monde. Moi, je suis un avis d'utilisateur de Spotify. Depuis 5 ans, je leur donne des recommandations. J'adore ce son, j'aime pas celui-là. Et aujourd'hui, chaque playlist, chaque semaine, je me dis, mais qu'est-ce que je vais avoir? C'est exceptionnel. Et je suis jamais déçu. Des fois, j'essaie de basculer dans un autre écosystème, Apple Music, Deezer, qui envoie des offres. Je suis systématiquement déçu de voir la qualité des recommandations, mais tout simplement, ils ont accès au même catalogue, ça n'est pas de souci. Mais les 5 ans d'annotation de données, plus, moins que j'ai fait, ils ne les ont pas. En fait, c'est exactement la même logique. Comment est-ce que dans votre workflow aujourd'hui, dans votre interface utilisateur, vous pouvez capter ces retours, bon retour du moteur, que ça soit GenAI ou non, hein, mais ça va vous permettre de générer un jeu de données d'entraînement pour, à minima, soit faire de l'évaluation des modèles, ce qui sera nécessaire pour dire, bon, est-ce qu'on va en prod avec ce dernier modèle, est-ce qu'on va sur l'ancien? Et éventuellement, si vous êtes très mature, peut-être un jeu de rentraînement en supervisé ou en renforcement. J'en ai pas vu honnêtement des choses qui marchaient comme ça aujourd'hui, mais d'évaluation par contre très utile. Et on va voir un exemple là-dessus. J'accélère un peu. Et donc ça, c'est le gisement de données, c'est lié au coût de transfert prohibitif des clients. Hein. C'est pas un vendor lock-in dans le sens contractuel. Vous leur dites, si vous voulez sortir, c'est tant d'euros. Mais d'un point de vue, vous allez perdre tout l'historique de données qui est propre à votre plateforme et en fait, ils ne pourront même pas partir. Tant que j'en parle, je vais très vite partager un petit mot sur les ressources humaines et entre les sujets formation, recrutement, avoir une expertise via des prestataires, comment est-ce qu'on peut choisir un petit peu entre acheter ou faire en interne. Et je dirais qu'on a 3 grands axes en fait dans la construction d'un produit GenAI et même un produit IA. Finalement, on va lancer le produit. Donc là, c'est du sujet d'aller très vite. Ensuite, on va ancrer ses fondations data. Une fois qu'on a pris quelques raccourcis, on va venir consolider nos modèles de données et nos différents gisements. Et enfin, on fait venir les data scientists on a une métrique métier clair optimisée, on va venir travailler de façon itérative à améliorer ces métriques-là. Ce qu'il faut au début, en fait, j'aurais dû le mettre en premier, c'est un DevOps. Parce que lancer le produit, il faut la chaîne CI/CD, il va falloir outiller l'équipe technique, et ensuite, on a besoin d'un full stack et d'un expert métier. J'aurais dû mettre aussi, là, j'ai le biais d'avoir que des profils techniques. Cet expert métier qui va orienter vers la construction d'un MVP qui va pouvoir récupérer du feedback métier. Et pour ça, je trouve un exemple très intéressant d'Alexis Kono, donc qui était avant chez, je crois que c'était Google DeepMind, et qui a publié récemment une offre d'emploi sur LinkedIn. En fait, pour sa startup Webform AI, ils font du NLP, je crois que c'est du speech to text. Et ce qu'ils recrutent dans les premiers, c'est hyper intéressant de voir. Hein. C'est quelqu'un qui fait du React pour une startup qui a à vendre des solutions de GenAI. Hein. C'est du React, en second du Fast API, et ensuite expertise DevOps, CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, GCP. Pour moi, c'est un exemple révélateur. C'est quelqu'un qui a un très très bon track record à la fois en publication académique et en réalisation de projets entrepreneuriaux. Et quand on voit ce qu'ils recrutent, c'est toujours un bon proxy pour savoir un petit peu quelles étapes ils en sont dans la construction du produit. Et pour moi, les profils Data Eng et ML Eng, on les fait venir qu'en second temps, parce qu'au début, il faut aller vite. Et la partie Data Scientist, finalement, on n'en a pas besoin jusqu'à l'étape 3, puisque les faire venir trop tôt, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir quoi optimiser concrètement. Et je reviens brièvement sur celle-ci. Finalement, là, je vous parlais formation, recrutement, ça donne un petit peu un plan de charge, trajectoire, recrutement ou montée en compétence de son équipe. Et en logique de prestataire, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Il faut la phase lancer son produit. Ce qui est critique, c'est de comprendre le business. Donc, normalement, si on crée un produit dans une verticale, c'est qu'on connaît le business. Après, peut-être qu'on est purement techos et on a besoin d'être accompagné. Là, c'est nécessaire d'onboarder, par exemple, un prestataire qui va être expert de votre verticale pour qu'il vous oriente sur
justement dans une logique de construction d'un workflow, d'une UX GenAI ready, comment bien la construire dès le début. Et ensuite, pour les parties prestataires, activer l'écosystème, je les vois beaucoup au niveau de, pour ancrer ces fondations data, quels sont les fondamentaux de pattern d'architecture pour avoir une bonne logique de collecte, d'annotation systématique dès le début, pour que dans 6 mois, quand vous dites comment est-ce que mon produit il a performé finalement, vous ne vous retrouvez pas à vous dire bah, zut, j'ai pas mis en place les outils pour les mesurer, donc finalement je repars de zéro. Et là, si vous aviez été accompagné dès le début, vous auriez pu construire ces mécanismes d'accompagnement finalement pour les avoir dès le premier jour pour piloter votre activité. Évidemment, je l'ai dit en introduction, moi je suis consultant IA, donc évidemment je prêche ma paroisse en disant ça, en toute transparence, fin du disclaimer. Maintenant, partie 2, build versus buy. Si on devait le résumer très concrètement, qu'est-ce qu'une brique critique de son infra et qui est notre avantage concurrentiel, se concentrer là-dessus et qui va nous permettre ensuite, comment on peut le décliner, d'avoir un investissement qui va être durable et réutilisable pour créer son unfair avantage. Et globalement, tout le reste, idéalement, il faut l'acheter. Donc ça contient notamment une bonne clé de décision, c'est est-ce que ce à quoi on réfléchit, c'est une capacité qui est transverse, identifiée à toute l'industrie. Des choses évidentes, c'est des solutions au niveau de faciliter le travail interne dans la HR, dans la comptabilité pour les équipes juridiques, ces sujets de relecture contractuelle, d'aide à exploiter une base de connaissances. En fait, toutes les équipes en ont une, et ça, du coup, ça fait un très faible différenciant. Et également, il y a un effet d'échelle à être un géant du web, avoir une capacité à entraîner sur des sujets génériques qui fait que dans votre verticale, vous allez très rapidement vous faire rattraper par les capacités d'investissement de groupes qui peuvent brûler du cash pour réentraîner un modèle ou le spécialiser. Et il y a une petite ressource qui est intéressante que je vous partage là dans les slides, qui s'appelle Greg's List, un peu comme Craigslist, qui est un peu le bon coin US. Vous avez un catalogue de tous les produits IA plus ou moins matures, mais qui sont disponibles sur l'étagère à travers différentes industries. On ne le voit pas trop, mais vous avez des choses comme tout ce qui est autour du customer success, tout ce qui est autour de la finance, accounting, human resource, legal. Et en fait, c'est hyper utile de balayer ça quand on a une idée, de se dire, bon, en fait, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée et qu'il y a déjà 5 boîtes qui bossent dessus, qui ont levé tant de capital et qui sont à 6 mois de construction de produits. Peut-être qu'acheter 10 € d'abonnement par utilisateur, c'est moins complexe et moins risqué pour notre projet. Et donc maintenant, je vais arriver sur plusieurs slides, 3 slides qui vont faire beaucoup d'ennemis dans la salle, je pense. C'est les exemples de fausses bonnes idées. Donc ça, c'est très concrètement des projets que j'ai vus qui finalement se sont fait couper l'herbe sous le pied ou sinon qui ont été rattrapés par la réalité d'autres startups qui construisaient ce type de produit, qui ont fait qu'ils étaient en fait, dans une position délicate pour justifier l'investissement qu'avait consenti leur hiérarchie, si je vais dire ça. Le premier exemple, c'est créer son code assistant. Ça, j'ai envie de dire, je commence sans trop de prise de risque, mais finalement, au début, il y a un an, on était tous émerveillés de voir ça, parce que ça commençait à bien marcher, hein, le GitHub Copilot, les Codeium et autres, et on avait beaucoup d'opportunités de faire ça soi-même sur sa propre infrastructure. Alors, je dis pas que c'est pas nécessaire sur vos contraintes, mais juste que aller au-delà de la prédiction de la fin de la phrase en faisant tab est un vrai sujet, et je pense que maintenant on l'a vu en utilisant ces outils-là, de réfléchir la place d'un assistant AI dans son IDE pour nous aider sur les pull requests, sur la refacto à travers plusieurs fichiers, qui va bien au-delà de juste avoir un LLM qui nous prompte la fin de la ligne que l'on est en train d'écrire. Donc ça, en fait, tous les coûts cachés, derrière ces 3 exemples, je vais avoir la même idée, c'est finalement, c'est des choses qui sont très faciles à faire en un après-midi par un bon ingé qui a une culture open source, IA, qui sait bien utiliser des produits sur Hugging Face. Par contre, à maintenir en termes de connexion à nos gisements de données ou d'infrastructure, bah, c'est un cauchemar. Ça, c'est un très bon exemple parce qu'il faut héberger le LLM ou acheter une solution hébergée. Ensuite, il faut l'intégrer dans son IDE de tous ses collaborateurs dans sa boîte. Et le sujet maintenant aujourd'hui, c'est quel ROI par rapport à un achat de GitHub Copilot, ils ont certaines versions gratuites, ou Codium, ou Windsurf, etc., qui proposent des versions auto-hébergées. C'est-à-dire que même l'argument de j'ai pas envie de donner mes données à OpenAI, qui est absolument à raison, en fait, on peut maintenant héberger sur son infra, modulo une logique de SaaS, ce type de capacité. Donc pour moi, strong buy recommendation, GitHub Copilot, Codium que j'aime beaucoup, ou en tout cas, c'est clairement pas dans les plus une des choses à faire. L'exemple 2, c'est le RAG sur sa chaîne documentaire. Donc là, bon, c'était vraiment trending topic sur Twitter, sur GitHub les 6 derniers mois. Maintenant, c'est les agents qui ont remplacé ça. Donc, connecter ça à nos Google Docs, à nos Notions, à notre Slack, etc.
que ça soit pour les outils vraiment face utilisateur, ça on a vu que c'est quand même très difficile de s'assurer de la qualité et que le modèle n'hallucine pas et dise des choses qui sont d'un point de vue légal potentiellement engageantes pour la société. Et ne serait-ce que même en interne, en fait, ça pose quand même assez ses limites, puisque si on peut le faire en un après-midi, encore une fois, avec un outil sur Hugging Face, maintenir la connexion à tous ces différentes sources de données, on se rend compte que c'est un temps d'admin qui est vraiment consommateur. Assurer la compliance et la gestion d'accès, si vous êtes confronté à ces sujets-là, de voir qui a le droit d'accéder à tel gisement de données, bon courage pour gérer ça sur les sujets embedding. Tout ce qui est access control pour les modèles de RAG, c'est très compliqué de le faire finement. La mise à jour de sa chaîne, enfin de ses modèles, et ensuite de sa chaîne de RAG, parce que dans le RAG, on voit des innovations toujours, toutes les semaines, un papier qui sort sur comment améliorer son embedding ou son retrieval. Et le niveau de différenciation, aujourd'hui, force est de constater qu'après un an, on a tout un tas de solutions sur étagère, de sociétés qui font ça, par exemple Dust, donc des Français, c'est fondé par Stanislas Paulu, je crois qu'il est ancien de Stripe, et Evin Technologies, ils sont basés à la Défense. Des solutions RAG on-premise, bah, ils les proposent. Donc pour ça, c'est intéressant de voir qu'on a des solutions qui existent. Donc très forte recommandation de buy. La troisième, pour moi, c'est fine-tuner un LLM pour son cas d'usage. En fait, quel constat, c'est aujourd'hui, euh, très peu d'entités sont suffisamment matures pour avoir un jeu d'évaluation qui permette de garantir qu'ils ne vont pas perdre de performance sur l'usage de leur modèle par rapport aux différents cas d'usage sur lesquels ils l'utilisent. Je vais m'expliquer. Euh, Déjà, ce qui est un point d'ambiance, c'est qu'on a un nouveau SOTA tous les mois, même peut-être toutes les 2 semaines en ce moment. On parlait de DeepSeek R1 tout à l'heure. Et l'énorme risque que j'ai observé, c'est la perte de qualité de généralisation. Ça peut être bien marché sur vos quelques, souvent centaines ou milliers de questions dans une logique supervisée. Euh, Par contre, pour quelque chose qui sort un peu de ce cadre-là, on observe souvent des pertes de performance. Et souvent, j'observe que les entités qui se lancent dans ce projet de réentraînement n'ont pas d'infrastructure data permettant de systématiquement évaluer la performance avec un fin découpage par cas d'usage et par cas d'usage métier pour voir si oui ou non on gagne en performance sur cet usage-là. Par contre, évidemment, dire on a réentraîné notre élément en interne, bah, c'est développer une expertise technique. Donc ça peut être intéressant dans une logique R&D et être capable de le faire. Par contre, dans une logique pure produit, savoir qu'on mise tout dessus, c'est extrêmement risqué aujourd'hui dans les activités que j'ai pu accompagner. Donc pour moi, c'est vraiment très haut risque et très faible performance quand on observe que faire du few shot learning avec le SOTA qui sort tous les mois, ça permet quand même de très rapidement suivre la tendance. Donc ça, très forte recommandation de buy. Et si vous voulez pas utiliser des API payantes, il y a Scaleway propose de l'auto-héberger, de l'héberger sur leur cloud, des modèles open source pour avoir en tout cas des choses qui sont sur le territoire national. Ils ont dans leur feuille de route depuis un bout de temps d'être Second Cloud, on pourra peut-être en discuter, moi je suis intéressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Scaleway dans la salle? J'ai vu qu'ils sont partenaires du Gain. Non? Pas ce soir? Bon, en tout cas, s'il y en a, je suis intéressé d'échanger avec eux après. Bon, maintenant j'ai dit toutes les mauvaises idées, quelles sont les bonnes idées? Parce que sinon, apporteur de mauvaises nouvelles, c'est facile. Donc que construire en interne? L'élément, finalement, c'est qu'est-ce qui va être un asset qui va être vraiment réutilisable sur le temps long. Je vais prendre un exemple sur le NLP. En 2019, on a le papier de Berthe qui arrive et qui introduit, mais qui vient structurer fortement l'écosystème autour des embeddings. Et en fait, depuis 2019, il y a cette logique d'avoir des questions et des réponses pertinentes, ou en tout cas, ou sinon des questions et une réponse pertinente, une réponse non pertinente pour avoir quelque chose de similaire, quelque chose de dissimilaire. Et si on a commencé depuis 2019 à construire son jeu de données d'embedding en interne sur sa verticale métier, par exemple dans la legal tech, dans la médecine, dans la défense, ça c'est un énorme différenciant, puisque contrairement à ce que je disais sur le LLM, réentraîner un modèle d'embedding, c'est beaucoup moins cher. L'évaluer, c'est aussi beaucoup plus simple. Et surtout, on peut avoir c'est tellement peu cher qu'on peut vraiment l'avoir dans une logique de CI et de systématiquement venir faire ces mesures de performance. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant de construire ce jeu de données d'entraînement, puisque pour le coup, la différenciation par rapport à un LLM pour lequel l'entraînement est assez risqué, là, pour les modèles d'embedding, on a des métriques beaucoup plus solides pour estimer la distance finalement et le gain en performance du rentraînement. Le second exemple, là, je vais rentrer dans le domaine de la computer vision. Je parlais de la société Préligence, un Safran AI, qui connaît cette boîte dans la main pour voir à quel point. Oui, une petite moitié. Donc, globalement, ce qu'ils proposent, ce sont des outils de traitement d'images, principalement satellites,
pour faire de la détection de est-ce qu'on a un bateau, est-ce qu'on a un hélicoptère sur une image satellite. Donc ça, c'est acheté par consommé par des acteurs gouvernementaux, et ils se sont fait racheter il y a peu par Safran AI, pour 220 millions d'euros, donc une très belle sortie de la French Tech, d'autant plus défense française. Et ce qui est intéressant de voir, ils vont vraiment beaucoup documenter leur stack d'évaluation pour entraîner ces modèles de computer vision. C'est complètement transposable à ce que l'on vit aujourd'hui en GenAI. Ils ont parlé dès 2021, dans un article de blog, ils parlaient de leur AI Factory. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils avaient une très belle équipe, ils avaient vraiment des très beaux talents AI, et un tiers de leur équipe était dédié à la construction de leur framework de monitoring et d'évaluation de la qualité de leur modèle. Un tiers de leur équipe. Et finalement, ils parlent de MLange, d'architecte, de full stack et de DevOps. Donc finalement, il faut se dire qu'il y avait une mini société à l'intérieur de Préligence qui a été dédiée entièrement à la construction, à l'optimisation de cet outil d'évaluation pour qu'ils puissent, je suppose, rassurer leurs clients, d'autant plus sur des sujets comme ceci, pour dire notre modèle, dans telles conditions atmosphériques, sur tel type de matériel, il performe dans telles conditions. Alors ça, je pense que c'est un énorme atout quand on arrive et qu'on peut rendre une copie aussi propre, un énorme différenciant. Donc ça, c'est une énorme recommandation de build, parce que finalement, donner ces insights à vos clients, c'est être capable de traduire des métriques qui aujourd'hui, dans la littérature, sont purement mathématiques, en une métrique business, et leur dire, sous une forme de tableau de bord, voici comment on performe pour notre cas d'usage légal, médical, etc. Donc pour moi, ça, très forte recommandation d'achat. Alors, ils l'ont pas fait tout seuls, hein. Ils racontent même dans leur blog post qu'ils utilisent une solution Valo AI pour la partie purement, c'est un petit peu du DVC as a service, du MLflow as a service pour ceux qui connaissent, mais ils sont pas partis de zéro. Néanmoins, ils avaient quand même plus d'une dizaine d'ingés et de profils hautement qualifiés sur ce sujet-là. Troisième exemple, je vais aller assez vite, c'est comment est-ce qu'on peut encapsuler une expertise métier que l'on connaît très bien dans un workflow où chacune des étapes UX va venir piocher à bon escient dans une logique LLM pour un peu réinventer cette interface métier qu'on évoquait tout à l'heure. Je vais prendre deux exemples. Alors, j'entends agent ici dans le sens de la définition de GameFace, c'est un LLM va jouer son rôle dans définir le control flow de notre chaîne de traitement, c'est-à-dire globalement, à tel moment, j'appelle telle brique de mon TL, telle brique de mon TL, etc. Si je prends un exemple, bon, là en plus on est chez une banque, Conto, mon appli mobile, j'ai envie d'ouvrir, de faire un virement au destinataire, j'ai pas envie d'un agent qui fasse des appels à un LLM, juste envie de remplir l'IBAN destinataire, entrer le montant, faire virement. Impeccable, je suis très content. Par contre, je vais prendre un deuxième exemple qui pour moi en fait va nous permettre d'illustrer dans quel cas les agents sont intéressants et les LLM. Imaginons, on est dans un cadre de gestion de crise où vous êtes une cellule de crise et vous avez votre mission, c'est de proposer ce qu'on appelle des course of action, des moyens de résoudre ces crises en identifiant, en posant des hypothèses et en disant, vu ce que l'on fait d'habitude, vu ce qui sont les bonnes pratiques de notre industrie et vu quelles sont nos contraintes opérationnelles, quelle est la meilleure trajectoire à prendre. En fait, souvent, vous allez venir catégoriser l'événement. Ensuite, prendre en compte cet événement par rapport aux résolutions historiques. Là, on voit une logique un petit peu de distance dans un espace vectoriel bien défini. Donc là, on voit l'avantage de la logique d'embedding internalisée auparavant. Et ensuite, comment est-ce qu'on prend en compte les standards operating procedures, un peu la secret sauce de la maison. Donc, on voit une logique de distance, d'embedding entre une situation. Comment représenter cette situation? C'est vraiment ça, la secret sauce, très dure et que vous ne trouvez pas sur GameFace parce que c'est votre business qu'il faut réussir à transcrire sur le choix de cette distance et de cet espace de représentation. Mais ça, par exemple, c'est pour moi un bel exemple d'intégration de LLM dans une verticale métier. Je vais partager d'un exemple qui s'appelle la plateforme AIP. Certains, je pense, ici connaissent. C'est un outil de Palantir qui propose de faire du suivi de situation et à partir d'événements, identifier, lever des alertes lorsqu'on s'éloigne de la normale et ensuite proposer des scénarios de résolution et dans une interface utilisateur, proposer d'accepter, de revoir, d'éditer, de refuser cette remédiation. Donc là, d'un point de vue data, déjà, on se dit c'est génial parce qu'il y a notre jeu de données qui va être constitué par les interactions utilisateurs dans le produit. Voilà, vous aurez ça dans les ressources si vous voulez aller plus loin. L'interface est assez compliquée, mais vous voyez globalement, on peut revoir une proposal par rapport à une situation de crise donnée, l'accepter et déployer les ressources associées, la modifier, l'expliquer, montrer la logique. En fait, montrer la logique, le gros sujet autour de ces logiques d'agent, c'est comment est-ce qu'on permet de visualiser à l'utilisateur final
la chaîne de raisonnement, entre grosses guillemets, à minima, quelles ont été finalement les différentes appelées à chaque étape du système pour qu'il y ait un niveau de confiance acceptable de la part de l'utilisateur. En 3 minutes, je vais faire la partie technique pour laisser ensuite place au second talk. Je vous parlais tout à l'heure de ce papier-là, Hidden Technical Debt in a Machine Learning System. Si je refais encore un sondage, qui l'a déjà vu ou a vu l'abstract de ce papier-là? Ouais, quelques personnes, un petit quart. Bon, alors pour la majorité, je vous invite dans le métro au retour. Ça fait 9 pages, c'est vraiment pépite. Je crois qu'on est à plusieurs milliers de citations, donc le H-index des auteurs est quand même assez intéressant. Et c'est vraiment pépite. Il parle de... Je vais revenir sur 3 des anti-patterns, puisqu'on est pris par le temps. Le sujet d'aide de configuration, le sujet glucose et pipeline jungle. On va voir la même logique, on va parler du pattern, quels sont les symptômes et comment on peut les adresser. Ça va être un peu plus technique, mais globalement, premier pattern, le glucose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la partie purement IA dans nos systèmes, une fois qu'ils arrivent en prod, ça se réduit très fortement. Le reste, c'est comment on fait rentrer la donnée dans le système, comment la faire sortir, comment on la monitor. Et c'était leur observation dans un système en prod. Eux, c'était écrit à l'époque du système d'enchères sur Google AdSense. Donc, comment proposer le meilleur espace publicitaire à un annonceur en temps réel. Donc, ils avaient des très fortes contraintes de temps réel. Et finalement, ce qu'ils observaient, c'est rentrer la donnée dans un système, la pré-traiter, l'exposer et suivre un petit peu comment tout se passe en production. Ils se sont rendus compte qu'utiliser des frameworks génériques, finalement, ils étaient très vite prisonniers, et ça c'est un point clé, d'un système design qui avait été fait par les auteurs de la librairie, qui n'était pas adapté avec le domaine d'aide de leur industrie. Eux, ils font de l'ad bidding en live, ça a des contraintes très précises, ils ont un domaine métier très bien défini, qui n'était pas du tout aligné avec celui d'une librairie open source pour des enjeux scientifiques qui sont complètement différents. Et dans ce cas-là, si on devait faire un petit peu un parallèle aujourd'hui, moi je vous invite vraiment à surveiller les usages de LangChain, Llama Index, LangChain, il y a LangGraph, il y a LangChain Adjoint, je ne sais plus le nom exactement, mais il était présenté au dernier meetup d'ailleurs de Gain. Ça permet de commencer très vite, évidemment. Par contre, vous allez très rapidement ensuite, dans une phase de scaling up, entrer dans des logiques de j'arrive pas à bien modéliser mon système de façon globale, je suis obligé de tordre le bras un petit peu de mon ORM, de mon schéma de base de données pour que ça marche. Et ça, c'est pas le sens dans lequel ça doit se passer. Le sens, c'est votre système modèle doit influer la construction des interfaces, des outils que vous appelez, et pas l'autre sens. Sinon, en fait, ça va très bien marcher pour le premier ingé qui va construire ça. Bon courage pour l'équipe qui va reprendre. Et connaissant le turnover dans la tech, c'est 1 an et demi à 3 ans en moyenne. Autrement dit, là, on est à 2 ans de sortie de ChatGPT. On va arriver dans la seconde vague d'ingé qui vont reprendre en main des produits complètement créés par ChatGPT. Donc, il y a un gros enjeu autour de la transmission de connaissances. Voilà pour le pattern. Second pattern d'aide de configuration. On est dans un système où il y a énormément de config. Déjà, c'est de l'engineering, mais en plus aujourd'hui pour les LLM, la configuration, la context window. Et si on change un seul de ces paramètres, en fait, tout peut casser. Si on augmente la température, l'utilisateur va se dire mais il est très à l'aise le LLM, mais il dit un peu n'importe quoi. Et en fait, savoir gérer ça, c'est gérer la configuration de ces modèles, c'est un vrai enjeu. Donc quelques painkillers, c'est d'avoir une bonne hygiène sur la gestion de son environnement, mettre ça sous version contrôle, au moins une config d'exemple. Évidemment, ne mettez pas votre .env avec ces variables très secrètes sous GitHub. Et également vérifier la config du critical path dans votre système. Ça, c'est hyper utile pour s'assurer que vous pouvez, sans aucune prise de risque, lancer votre pipeline demain. Et le dernier anti-pattern, c'est ce qu'on appelle la jungle des pipelines. Aujourd'hui, on le voit beaucoup pour tout ce qui est pré-processing, générer les embeddings, en fait, le traitement à froid, offline, avant de la logique de requête de l'utilisateur. Et là, ce qui est symptomatique, ce qui est évoqué dans ce papier-là, c'est qu'on a vraiment une logique R&D vient rencontrer la prod et on parle pas le même langage et il y a souvent des clashs. Comment ça se modélise? Souvent, la personne qui doit lancer, elle a la boule au ventre parce qu'elle sait que ça va pas bien passer et c'est lui qui a une call ce soir et il va pas passer une bonne soirée. Là, un symptôme très fort, c'est il va y avoir une erreur dans le pipeline d'injection, mais ça va pas clairement échouer. Vous allez avoir un error state mal défini avec une partie des données traitées, une partie des données pas traitées et reprendre à zéro, c'est très compliqué. Donc ça, un painkiller, c'est définir des error states clairs sur à quel point on a réussi à traiter la partie du batch, à quel point on doit s'arrêter et reprendre pour avoir quelque chose qui soit moins risqué sur l'injection. Question utile, et je vais vous laisser là-dessus. Finalement,
À quelle vitesse est-ce que l'on peut tester une nouvelle approche? On disait, il y a DeepSeek qui arrive, il y a tous les jours des nouveaux papiers qui sont publiés. Comment est-ce que l'on peut évaluer les performances d'un modèle sur la prod? En fait, si on répond en quelques heures versus quelques semaines, ça en dit long sur la maturité de notre infra et le risque de se faire disrupter par un autre acteur. Comment savoir le data lineage pour une sortie du système? Typiquement, quand on veut expliquer à l'utilisateur final, voici pourquoi on vous propose ça. En fait, il faut savoir pourquoi on l'a généré et il faut remonter très loin en amont jusqu'à la captation de la donnée pour pouvoir le dire. Et enfin, point qui est peut-être clé, surtout à cette période-là de l'agenda, c'est à quelle vitesse on peut onboarder un nouveau membre de notre équipe technique, vu le sujet justement de nombre de frameworks qui arrivent dans l'écosystème. Voilà, toutes les slides sont disponibles sur mon site, vous pouvez les retrouver. Également les sources qui étaient mises en bas de chacune des slides avec les papiers, les blog posts qu'on évoquait sur Safran AI et toutes les citations, vous pourrez les reprendre. Pour des raisons de temps, j'ai un peu dépassé, je m'en excuse pour la personne qui passera après moi. Je vous invite à prendre les questions après. Je resterai une vingtaine de minutes, donc ravi pour partager les quelques points avec vous. Il y a la bibliographie qui est également disponible en ligne. Et j'en ai terminé. Je ne sais pas si on a le temps pour une question ou on enchaîne direct. Je te laisse la main, Alex. Merci François. Je pense. Je dis quand même, si certains brûlent d'envie de poser une ou deux questions, on peut peut-être en prendre une ou deux. Après, effectivement, le reste, s'il y en a beaucoup, pour après. Merci beaucoup. Une petite question rapide. Vous avez dit que pour lancer un projet, donc comprendre le besoin métier, en face, vous avez mis des full stack. Je pense que c'est pas le full stack qui va comprendre la problématique métier. Et surtout, comment un full stack peut trouver la stratégie IA pour répondre aux besoins métiers. Alors, très bonne question. Pour le premier point, effectivement, ce qui est dans ma slide, j'avais un principe de technique uniquement. Donc, c'est pour ça qu'il a été manquant. Je vous rejoins. Ce qui aurait dû être en P0, c'est un expert métier. Aujourd'hui, un expert métier qui est un peu débrouillard, il peut trouver des plateformes low-code, no-code pour construire son premier produit. Et en fait, il pourrait même ne pas avoir besoin du full stack initial. Très vite avoir des limites, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous rejoins, expert métier, P0. Ensuite, pour votre sujet, comment est-ce qu'il y a des bonnes bases d'infrastructure data? Pour moi, c'est pas le sujet initialement. Initialement, c'est d'avoir de l'attraction dans une verticale métier très précise, parce qu'on l'a vu, s'il fait quelque chose de générique, s'il fait du RAG, s'il fait un code assistant, il n'y a aucun différenciant. Donc pour moi, c'est à quel point il peut aller très en profondeur sur un pain métier qui est extrêmement intense, idéalement très niche. Donc c'est pour ça, si c'est un expert métier qui a 5 ans dans son métier, qui connaît bien un pain, qu'il a vu dans la logistique, dans le retail, et qui sait que c'est très spécifique, ça va parler à 2-3 personnes, mais 2-3 personnes qui ont une capacité d'achat de ça, 150 000 euros par trimestre, en fait, ça va lui suffire. Et après, une fois qu'il aura commencé à récolter de l'intérêt, là, à ce moment-là, il va onboarder peut-être le data engineer, le MLange pour l'aider à faire vraiment le premier saut produit. Mais pour moi, la P1, c'est de recueillir du feedback. Je suis d'accord, mais personnellement, moi, je suis dans un grand groupe de BTP. L'expert métier, c'est un chef de chantier. Ouais. Donc, le chef de chantier, il va pas faire du low-code, no-code. Et donc là, c'est là où, du coup, moi, perso, mes data scientists, ils sont là dès le début. Parce qu'en fait, pour comprendre le besoin métier et trouver quel algo d'IA va être le mieux. C'est que j'arrive. Très bonne remarque. Là, effectivement, dans toute ma présentation, j'ai eu un énorme prisme, GenAI, 1 milliard de sujets qui ne sont pas du tout GenAI, pour lequel un algorithme, même pas IA, en fait, juste une logique métier, aller piocher dans une bonne base de données en crude et exposer ça à l'utilisateur avec un dashboard, ça va être largement et complètement ce qu'il veut. Et vous, ça sera fait en une journée et vous aurez un super streaming ou radio et ça suffit. Des fois, il faut utiliser un outil on a d'autres cas d'usage, computer vision, time series forecasting, qui sont pas du tout GenAI. Je suis d'accord avec vous. Avoir quelqu'un qui peut très rapidement sonder l'écosystème, dire ça, est-ce qu'on doit aller dans la direction de GenAI ou pas, c'est fondamental. Parce qu'une bonne partie des projets ne vont pas l'être et c'est le risque que d'être absorbé par l'AI. Est-ce que quelqu'un a une autre question en tête et qui souhaite la poser maintenant? Non? Bon, les questions pourront venir après, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre talk. Et maintenant, on reçoit Anne. Bonjour. Sur la mise en production dans les grands groupes et en particulier, forcément Renault. Merci beaucoup. Exactement. Hop. Donc Anne Bretonnière, directrice IA émergence chez Renault. Ça veut dire en gros que je m'occupe des nouveaux sujets
qui finalement sortent un peu du carcan classique des sujets d'IA. Je suis notamment connue pour être la maman de ce petit avatar qui est dans la R5 et qui embarque différentes IA, dont des IA gènes. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment on déploie des IA gènes dans des grands groupes et les différentes étapes qu'on doit suivre et les écueils dans lesquels on ne doit pas tomber. Donc déjà, première chose, on a parlé un petit peu précédemment, c'est le cas d'usage. Est-ce que ça va être un cas d'usage industriel pour améliorer ma productivité? Est-ce que ça va être une agène qui va exposer, comme le petit avatar, à nos clients finaux et que finalement, on va s'appuyer sur des modèles existants comme on l'a fait sur ChatGPT, mais qu'on va donner un cadre à ça? Est-ce qu'on va utiliser les agènes pour booster notre créativité dans une optique design? Quand on a recréé la R5, on voulait garder cet esprit-là, mais avec des lignes un peu plus modernes. Ou aussi pour côté marketing, ça se voit pas parce que l'image est très de mauvaise qualité, mais on va pouvoir créer des décors beaucoup plus facilement. Justement, typiquement, on veut créer une campagne de pub pour Alpine. On n'a plus besoin de privatiser une route et d'attendre qu'il fasse beau et de déplacer les équipes. On peut générer finalement un décor au milieu des Alpes et faire rouler une Alpine dedans de manière beaucoup plus facilement. Donc ça va être la première étape finalement quand vous allez vouloir mettre de l'IA-gène dans votre entreprise. La deuxième chose, ça va être de savoir quelles données vous manipulez. Est-ce que c'est des données industrielles propriétaires que vous avez et qui sont issues finalement de votre corps de métier? Est-ce que c'est des données que vous avez collectées de vos utilisateurs finaux ou est-ce que c'est des données open source? Et en fonction des données que vous allez manipuler, ça va vous donner un certain nombre de contraintes pour finalement savoir l'infrastructure et où vous allez pouvoir tourner vos modèles d'IA gènes ou autres. Si vous manipulez des données open source, aucun problème pour utiliser des clouds, même aux États-Unis ou autres. Si vous manipulez des IA, des données plus personnelles et que vous allez avoir des contraintes de cloud souverain, il va falloir aussi mettre l'infrastructure qui est en place. Et troisième cas où vous manipulez des données très personnelles et finalement qui ne doivent pas sortir de l'écosystème, à ce moment-là, il va falloir faire tourner vos modèles en local, en premise, avec des modèles qui sont plus petits et qui vont nécessiter aussi un fine-tuning peut-être plus important. En fonction de finalement des données que vous avez, de où est-ce que vous pouvez les faire tourner, vous allez choisir vos modèles. Vos modèles, vous avez le choix entre des modèles open source, des modèles propriétaires que vous allez finalement adapter à votre besoin. Et finalement, on va se retrouver dans ce choix-là, où finalement, on va avoir à disposition des modèles génériques qui vont dire tout un tas de cas d'usage qui seront potentiellement un peu moins puissants que des modèles qu'on va fine-tuner. Des modèles fine-tunés, c'est des modèles qu'on prend et qu'on réentraîne pour notre cas d'usage très spécifique. Ça nécessite une infrastructure, ça nécessite des compétences techniques qui sont non négligeables. Mais votre modèle va être un peu plus précis. Et il y a aussi le RAG. Le RAG, c'est on ne va pas réentraîner les modèles, mais on va faire un travail au niveau du prompt et au niveau de du sourçage des données. C'est-à-dire qu'on va pointer finalement où est la réponse et on va spécifier au modèle mieux comment chercher la réponse. Et finalement, à chaque fois que vous avez un cas d'usage, il va falloir que vous posiez la question, finalement, quelle est la meilleure approche à mon instant T, mais aussi dans le run. Parce que faire du fine-tuning, ça nécessite, comme on l'a dit dans la présentation précédente, un suivi pour éviter toutes les dérives et que le modèle reste performant au cours du temps. Une fois que du coup que vous avez vos cas d'usage, que vous avez votre infrastructure, que vous avez choisi votre modèle, il va falloir tester. Si je prends l'exemple de l'avatar,
quand on a mis ChatGPT la première fois dans la voiture. Bon, c'est les ingénieurs qui testent. Vous pouvez faire tout un tas de requêtes. Vous avez votre image de marque qui est associée, si vous l'exposez directement au public, comme c'est le cas de l'avatar Rhino qui est dans la R5. La première chose qu'ils ont demandé les ingénieurs, c'est raconte-moi des histoires salaces. Bon, c'est pas forcément quelque chose que nous on voulait en tant qu'image de marque, mais on voulait donner la possibilité de pouvoir donner de pouvoir donner à l'utilisateur de demander des recettes de cuisine. Donc c'est pour ça que vous allez finalement donner un carcan, même si vous utilisez un modèle open source ou un modèle propriétaire que vous achetez, vous pouvez rajouter une surcouche qui va être adaptée à votre domaine spécifique. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Un autre chose qu'il faut pas oublier quand vous avez implémenté votre modèle de GenAI, c'est pas croire que l'IA, elle est super puissante et elle est toujours plus puissante que nous. C'est quelque chose qui est récurrent et qui arrive dans tous les cas d'application, de croire que l'IA est plus puissante que l'humain et de sortir l'humain de la loupe. Starbucks, qui avait fait un modèle d'IA qui permettait de prévoir le staffing dans ses coffee shops. Résultat catastrophique, ça tenait pas en compte des événements spéciaux et ils ont perdu beaucoup d'argent avec des shops qui étaient beaucoup trop staffés et d'autres qui étaient beaucoup moins staffés. Alors le cas qui arrive et qui se répète, c'est des avocats qui finalement utilisent ChatGPT ou d'autres LLM pour faire leur plaidoirie sans vérifier finalement la véracité des faits et qui se retrouvent eux-mêmes à être condamnés et qui perdent leur procès en fonction de ça. Il va aussi y avoir IBM qui a arrêté tout finalement de vendre leurs solutions de reconnaissance faciale parce qu'on s'était aperçu que c'était biaisé et que finalement les produits qu'ils vendaient avaient conduit finalement à une discrimination raciale pour certaines applications. Parce qu'il y a un truc qui est important dans ces IA, c'est que non seulement il faut les tester et vérifier qu'elles fonctionnent bien, mais quelque chose qui est important, c'est que la forme, elle est souvent bonne. Quand vous interagissez avec une IA, elle fait pas faute d'orthographe, elle parle correctement et ça donne une impression que le fond est bon. Et faut sensibiliser finalement tous les utilisateurs finaux. Nous, on a un usage qui est globalement éclairé parce qu'on implémente les modèles et on sait qu'on peut jouer avec. On peut jouer avec simplement en choisissant quelle source de données on utilise et justement en s'informant sur quelles données on s'appuie dessus. Mais ces IA, elles ont une véracité qui est à contester. ChatGPT, dans ses premières versions, il était quand même pertinent dans 63% des cas. Ça veut dire que quand même, une fois sur 3, il racontait quand même n'importe quoi. Donc, une fois que vous avez implémenté votre GenAI, bien quand même garder l'humain dans la loupe et cette notion de pertinence et de biais qu'on peut avoir parce que finalement ces données, ils se nourrissent de data et comme tout jeu de data, c'est des data qui sont biaisées. Autre chose, c'est qu'une fois que vous avez une super solution d'IA, comme dans les chantiers, si vous avez fait une super application pour un call center qui permet finalement d'identifier la demande de l'utilisateur et de le rediriger, si vous le donnez finalement à l'humain qui est au téléphone pour l'aider à trouver la réponse plus simplement, si vous l'avez pas formé avant à finalement interpréter comment la réponse lui est exposée, c'est juste votre outil va jamais être utilisé. Donc c'est vraiment dans cette phase de test, la personne que vous devez écouter, c'est votre ouvrier, c'est la personne qui est au bout du fil, qui va finalement utiliser quotidiennement votre outil. Et c'est lui qui doit driver finalement votre développement. Et limite, enfin, c'est pas limite, toutes les questions techniques, c'est à vous de vous les poser, mais elles doivent lui être transparentes. Si vous voulez une bonne adoption de votre produit, c'est ces personnes-là les plus importantes en fait.
D'autres petites choses qu'il faut faire attention, c'est l'IA, en général, c'est très puissant. C'est très puissant et on l'utilise tous dans notre quotidien. Et peu importe si vous l'avez implémenté ou pas dans votre entreprise, les collaborateurs vont l'utiliser. Donc, il est important, d'une part, de les éclairer sur qu'est-ce qu'ils en peuvent faire et aussi des dangers. On va pas faire ce qu'on appelle une Samsung, c'est-à-dire d'exposer des plans stratégiques ou du code propriétaire pour justement, en utilisant les plateformes en ligne. Parce qu'il faut savoir que quand vous exposez des données dedans, elles deviennent bien communs et vous divulguez des secrets industriels. Donc ça, il y a tout un aspect éducatif à faire auprès de vos équipes et aussi un environnement à créer parce que peu importe finalement si vous ne créez pas ces environnements, les gens vont l'utiliser. Donc comment créer finalement ce safe place pour que les gens puissent bien intégrer les IA dans leur travail. Il y a aussi autre chose, parce que l'IA, elle est hyper puissante, on peut faire plein de choses, mais tout n'est pas forcément légal. On est quand même, ces modèles-là sont soumis à la RGPD, ils sont soumis à l'AI Act. La RGPD, tout le monde a le droit de pouvoir accéder à ces données, on a le droit à l'oubli, les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on sait sur eux. L'AI Act, c'est finalement quel type d'IA vous avez le droit de mettre en place. Ça nous donne un cadre finalement et c'est classifié en quatre échelles de risque. Donc, risque inacceptable, tout ce qui est monitoring à grande échelle, scoring social. Vous allez avoir aussi des IA à risque élevé, où là, vous allez pouvoir le faire, mais il va falloir documenter comment vous le faites, toute la traçabilité, vous assurer finalement que vous avez un système qui est fair. Donc là, ça va être pour tout ce qui est finalement évaluation, pour donner des crédits ou pour tout ce qui est job. Beaucoup de boîtes se sont fait épingler parce que finalement, ils se sont aperçus que leurs IA qui classifiaient les CV étaient tout simplement biaisés sur des jobs techniques, il n'y avait que des hommes, sur des jobs pour agents de sécurité, ils recrutaient que des noirs. Et c'est parce que c'est des IA qui sont entraînées sur des données réelles. Et les données réelles, elles ont un historique qui est pas nécessairement à prendre en compte pour être fair. Donc, des IA à risque limité. Donc là, typiquement, pour générer des images, des audios, du contenu marketing, avec quand même garder à l'esprit que ces IA, elles sont entraînées sur des données qui n'ont pas toujours été collectées de manière fair. Les gens qui créent des modèles respectent pas toujours les droits d'auteur associés et du coup, en utilisant ces modèles et en générant des images, à travers ces modèles, vous pouvez potentiellement ne pas respecter les droits d'auteur qui sont assez associés. Et puis les risques minimaux, avec les IA d'usage classique que l'on connaît, type traitement de spam. Autre chose, et ça j'y tiens, c'est que quand vous faites de l'IA et de la GenAI entre parenthèses en particulier, ça a un impact environnemental qui est non négligeable. On est derrière notre PC, on le voit pas. Il faut savoir que quand même les grands groupes construisent des énormes centrales nucléaires pour pouvoir alimenter des data centers. Et contrairement à l'IA classique précédemment, où finalement ça consommait énormément d'énergie pour la création de ces modèles, aujourd'hui, on consomme aussi énormément d'énergie et de ressources naturelles dans l'inférence de ces modèles, dans l'utilisation de ces modèles. Et dans finalement, il y a énormément d'eau qui sont utilisées pour finalement refroidir ces data centers, c'est d'eau douce. Donc finalement, quand vous mettez des solutions de GenAI en place qui vont paraître hyper puissantes, c'est aussi important de se dire: «Est-ce que c'est pertinent de faire ça?» Donc j'ai aucun problème à utiliser des solutions de GenAI pour détecter des cancers, pour améliorer des processus industriels, pour finalement rester compétitif. Je vais en avoir un peu plus
pour finalement entraîner l'IA à jouer à un jeu vidéo. C'est mon point de vue personnel dessus. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a des questions pour Anne? Ah oui. Bonsoir, merci pour cette présentation. Une question un peu générale, mais si vous aviez un écueil que vous aimeriez éviter dans la mise en place de tout ça, dans un grand groupe, ce serait quoi? Si vous en avez un seul à choisir. Un écueil, c'est faire un produit d'ingénieur. C'est un truc qui marche hyper bien, mais en fait que personne n'utilise. Donc on met plein de ressources, ça marche, mais c'est pas utilisé parce que l'utilisateur final, il le prend pas en main. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Rhino, oui. Alors Rhino, justement, il est dans la voiture aujourd'hui, donc ça a été compliqué, hein. C'était un prototype qu'on a élaboré en 4 mois. J'ai été recrutée pour ça à l'époque. Et on n'a respecté aucun process classique de l'entreprise. On a respecté les règles, mais aujourd'hui, quand vous achetez une R5, vous faites Rhino, il est disponible. Il y a plein d'IA qui interagissent entre elles. Donc vous pouvez interagir avec du ChatGPT si tu lui dis raconte-moi une histoire, mais il y a aussi un peu plus intelligent. Donc si on s'aperçoit que vous n'utilisez jamais la fonction Carpac Assist, on peut vous envoyer une notification sur le téléphone pour vous dire hey, est-ce que tu veux que je te montre comment on l'utilise? Et c'est pas mal parce que le fait de ce petit avatar, ça donne une modalité naturelle d'interagir avec la technologie. Et ça permet aussi d'avoir plein d'IA qui collaborent entre elles de manière finalement humaine, enfin entre guillemets humaine. Les gens n'ont pas besoin de savoir à quelles IA elles parlent pour finalement interagir avec elles parce qu'on a rajouté cette modalité de par la voix et puis de ce petit personnage qui finalement incarne aussi, qui fait passer tout un tas de messages. Déjà, merci pour cette présentation. Personnellement, j'ai pas les moyens d'acheter une R5 et j'ai jamais entendu parler de Renault. Est-ce que à la base, on a développé cette IA pour faire un gadget, ou est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de ramener pas des actions valuables pour l'utilisateur? Alors le but de Rhino, c'était vraiment d'être le compagnon de la mobilité, le copilote. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution sur le marché qui nous permettait d'être à la fois assistant, à la fois coach, qui faisait des cas d'usage pour nos données. Aujourd'hui, tu as un problème sur ta route, tu as un voyant, il va venir t'expliquer, faire le lien avec l'assistance. Et en fait, c'était une volonté de notre CEO. Il a dit, OK, moi j'en ai marre, je comprends rien à votre... J'en ai marre. En fait, il voulait que on revienne un petit peu à l'essence de Renault, qui soit la voiture de monsieur et madame tout le monde, et être une boîte technologique. Du coup, l'idée est venue de notre CEO Luca, il a dit je veux un compagnon de la mobilité, je veux un avatar qui me permette finalement d'interagir naturellement avec ma voiture sans avoir un bac plus 8 pour manipuler des IA. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. J'avais une question sur, je dirais, 2 évolutions que cette technologie pourrait subir. La première, c'est un changement de pays et donc de législation pour le conducteur. Quelle est du coup la politique que vous envisagez? Je pense que c'est pas peut-être la première question que vous êtes posée, elle va émerger à un moment donné. Et deuxième point, comment vous arrivez à anticiper ou en tout cas vous adapter surtout aux évolutions de certains providers que vous avez évoqués à l'image de ChatGPT, dont vous ne maîtrisez pas finalement la feuille de route stratégique, qui est ChatGPT, qui a une teinte géopolitique assez importante aujourd'hui. Donc, et Renault est un acteur géopolitique, donc ravi de vous écouter là-dessus pour savoir comment ça perturbe le bon déroulé d'un projet comme le vôtre. Merci. Donc là, ce petit avatar, il est présent dans 17 pays, 14 langues. Donc à chaque fois, on est compliant avec la réglementation. Tout a été construit de manière modulaire, dans le sens où
entre guillemets, je savais que quand mon produit sortirait, il serait entre guillemets obsolète. Donc toutes les briques, elles sont interchangeables, que ce soit du speech recognizer au TTS, au ChatGPT. Au début, il n'y avait pas ChatGPT, ça arrivait après. Et en fait, tout a été construit comme ça. Et c'est la beauté et le problème, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, on sera toujours en retard. Mais c'est quelque chose qui a été construit pour qu'en fait, ce soit un peu du plug and play. Donc, il y a un socle, mais on est déjà, donc là, c'est sorti. On est déjà en train de voir comment on remplace certaines briques, comment on rajoute des briques, comment on en enlève. Et ça va être aussi par rapport aussi au monitoring de comment les gens l'utilisent. Il y a quelque chose aussi qui a été compliqué chez Renault, c'est de faire accepter qu'on n'aurait pas un truc parfait. Donc parfois, il raconte des bêtises. Et en fait, d'avoir ce petit personnage qui a une personnalité, ça permet aussi d'expliquer à l'utilisateur final: «Eh, je suis désolé, je sais pas répondre à ta question» ou «Désolé, je raconte n'importe quoi, mais je suis en train d'apprendre et je suis basé sur des IA génératives, donc ce que je dis, je fais du mieux que je peux, mais c'est pas forcément toujours vrai». Du coup, vous êtes un très grand groupe et vous êtes responsable de l'IA émergent, si j'ai bien compris. Ouais. Comment vous faites du coup pour... Il y a plein de cas d'usage qui doivent vous arriver, de plein de personnes différentes. Comment vous faites pour prioriser, donc niveau gouvernance, à l'échelle du groupe? Alors, à l'échelle du groupe, donc moi j'ai la chance, du coup, on est rattaché directement au CEO, on est plusieurs équipes d'IA. Et en fait, quand un nouveau sujet arrive, si c'est un sujet, disons classique, il va dans une équipe qui s'appelle IA at Scale. Si c'est un sujet non classique, il va chez moi. Et quand c'est chez moi, généralement, je fais des prototypes que je vais développer entre 3 à 6 mois. Je garde la boucle, finalement, les gens qui vont prendre le run en parallèle et je leur tiens informés de qu'est-ce que je fais finalement et de comment je le fais. J'essaie d'être le plus compliant avec la stack technique que m'impose le groupe, même si j'ai le droit d'en sortir si besoin. Et après, finalement, à la fin finalement du prototype, quand j'ai un go pour une production, je vais réinjecter des gens dans le prototype pour leur expliquer et qu'ils prennent finalement le ownership du sujet. Et moi, je vais rester vraiment sur la partie innovation. Donc, et comment l'arbitrage se fait? Bah, c'est tout simplement bottom up, top down, et c'est en fait on est 4 personnes et on se répartit les sujets comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Moi, j'en ai une par curiosité. Quelle est mon expérience si je conduis la Renault R5 aux États-Unis ou si je la conduis en Europe? Est-ce qu'il y a des vraies différences de features au sein de la voiture? Moi, j'y connais rien, mais j'ai entendu dire effectivement Apple Intelligence, on l'a pas pour plein de raisons, etc. Donc, je me demandais dans la voiture, qu'est-ce que ça pourrait changer? Renault n'est pas présent aux États-Unis. Ah, donc ma question n'est pas pertinente. Mais Alpine y sera. Mais du coup, on aura peut-être un avatar dans Alpine, mais c'est pas sûr, on sait pas trop, donc on verra. Stay tuned. Mais pour l'instant, la question des États-Unis se pose pas pour Renault. Ça a suscité des envies particulières? Non. Merci beaucoup, Anne. De rien. Pour la petite histoire, le boss d'Anne est Luc Julia, le créateur de Siri. Donc voilà, si jamais vous aviez des questions potentiellement sur quelle est sa personnalité et comment il est, moi j'en avais plein pendant le podcast, donc j'en ai profité. Ah, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Et donc je vous invite à rejoindre la salle d'à côté, c'est pas très loin, où il y a des bières. Donc les bières, c'est la tireuse, gentiment offert par Conto et le WeWork. C'est jusqu'à 21h si je dis pas de bêtises. Alors ça veut pas dire qu'il faut non plus tout dévaliser juste parce que c'est 21h, mais bon, c'est pour vous prévenir. Et les pizzas, je sais pas, mais elles vont bientôt arriver. On va les chercher. Voilà. Merci beaucoup.